très intéressant les débats. Donc peut-être souligner un premier point, c'est la proximité entre la presse politique et le champ partisan. C'est une caractéristique du journalisme en France. Et voilà, la filiation, par exemple, la proximité entre Le Point, Chirac, François Pinault, etc. Et puis ce que vous soulignez, par exemple, le Nouvel Observateur a été un allié historique de François Mitterrand, d'abord avec Claude Cardriel qui était en charge des relations publiques ou directeur de campagne de François Mitterrand. Ensuite, voilà, rappeler que l'orientation libérale de la ligne éditoriale du Nouvel Obs aussi date des années 80. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Donc la question c'est finalement pourquoi aujourd'hui il y a cette prise de conscience du Nouvel Observateur, enfin en tout cas du déclin de l'alignement du Nouvel Observateur sur la ligne Hollande-Valls, alors que ça date de longtemps finalement. La première chose. Et la deuxième remarque, c'est finalement, je salue le courage d'une directrice, une ancienne directrice de rédaction adjointe, à parler, c'est-à-dire à dénoncer quelque chose qu'elle vit, qu'elle a pu expérimenter. Pourquoi? Parce que travaillant sur les dirigeants de presse, je me rends compte qu'il est très difficile pour ces dirigeants de s'exprimer et que soit ils ont un devoir de réserve en étant licenciés des journaux, hein, donc ils doivent signer, je ne sais plus, enfin, en tout cas ils n'ont pas le droit de parler, et donc c'est très rare que... je vais vous le dire, hein, c'est confidentialité et loyauté à l'égard de l'entreprise. C'est la dernière phrase de ma lettre de licenciement. Vous voyez que je l'ai appliquée point par point. Voilà. Bon, néanmoins, l'analyse de madame était remarquable. Hein. Elle signifiait, pour résumer, qu'il y a monsieur qui, je crois, là-bas, réclame la parole. Merci. Attendez, oui, mais attendez, madame, dans l'ordre, parce que c'est moi qui distribue la parole, parce que je vois tout le monde, ceux qui réclament avant les autres. Voilà, on va amener le micro doucement, monsieur. La remarque, c'était quand même de dire que, historiquement, voilà, c'était ça. En France, il y a toujours eu une connotation très forte entre un magazine, entre un hebdomadaire, surtout ça concerne surtout les hebdos, mais aussi des quotidiens, et le pouvoir en place, ou le pouvoir qui était destiné à remplacer le pouvoir actuellement en place. Ça a toujours été quand même une constante. Oui, alors avec des pics à certaines périodes, oui. Mais c'est chaque fois une catastrophe démocratique, intellectuelle, mais une catastrophe commerciale aussi. Hein, parce que l'élection de François Mitterrand pour le Nouvel Observateur sera une crise économique majeure. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, le slogan publicitaire du journal était bien placé pour savoir. Hein, ça fait rire maintenant. On n'oserait plus écrire autre chose par là. Mais ça a quand même coulé les ventes assez rapidement. Le journal a failli déposer le bilan. Hein. Donc, pour un journal, se mettre à la remorque d'un homme ou d'un parti est toujours une défaite quand même. Un exemple célèbre, c'était le Matin de Paris, dans les grandes années Mitterrand, hein, qui lui aussi n'a pas fait long feu en termes de viabilité. Et les deux journalistes qu'on avait à cette place ici même samedi, il avait l'homme spécifié d'ailleurs qui est un des grands contributeurs du quotidien de Paris, qui écrivait les rubriques économiques, c'était un certain François Hollande, qui livrait ses rubriques. À l'époque, il n'y avait pas le fax, il n'y avait pas tout ça, il les livrait en scooter, sans avoir pas. C'est dans le bouquin de Davet et l'homme, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Monsieur, vous vouliez poser une question depuis très longtemps. Bonsoir. Il me semble que les politiques et le monde financier ont à peu près les mêmes intérêts. Nettoyer l'eau et conserver le poisson, je pense que c'est assez illusoire. Il faudrait jeter le poisson avec l'eau au plastique. Pour ma part, j'ai jeté la télé par la fenêtre et je donne plus un centime à la presse qu'on dit grand public. De l'autre côté de la barrière, les nouveaux médias alternatifs. Bon, je vois que ça fait rail de temps en temps. J'ai vu Frédéric Lordon faire allier avec vous, monsieur Lordon. On voit des gens comme Rose Lancelin sortir du système et d'un coup prendre les armes contre ce système. On voit des films comme Les Nouveaux Chiens de Garde ou des choses comme ça qui sont bien souvent détruits par cette presse grand public. Alors moi, ce que j'aimerais en fait finalement, c'est une espèce d'union de tous ces médias, hein, Mediapart, Monde Diplomatique, Arrêt sur Image, tous ces gens-là, ainsi de suite, que ces gens-là se groupent pour réellement faire émerger
un espèce de label, on va dire, presse libre et non faussée, et pour vraiment engager une bataille contre tout ce système qui, à mon avis, est irréformable. Tout simplement parce que la presse a intérêt d'avoir les faveurs du politique et le politique a intérêt à avoir les faveurs du public. Donc on s'en sort de cette case, donc on s'en sortira pas. Est-ce que vous avez des choses comme ça qui sont engagées? Est-ce que vous pensez faire? Mais à mon avis, c'est urgent, parce qu'on ne peut pas laisser la presse, effectivement, au grand tapis. C'est intéressant comme remarque, hein, cette question. Ces mots sont troublants, et ça mérite une réponse précise. Pour autant que ce soit possible, parce que... vous savez, les choses se sont tellement accélérées qu'à l'échelle d'une génération, il est dur parfois de prendre vite la mesure des choses. Hein, et donc... la double normalisation économique éditoriale parfois fait des dégâts individuels. Hein, modestement, je vais vous raconter mon histoire. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Moi, je suis l'un des rares journalistes du monde à m'opposer à l'entrée de Lagardère au capital du Monde. La rédaction ne défend pas la position majoritairement qui est la mienne, non à son entrée. Je sais vivre en milieu hostile, et puis finalement, un an après, quand je suis censuré, je m'en vais. Donc voilà, il y a eu des parcours multiples, celui de mon confrère Plenel est un peu différent, mais on se retrouve. Et donc, quand on se retrouve chacun dans nos histoires, dans nos blessures personnelles, ce que l'on se dit, c'est il faut ne pas être dans le ressentiment, c'est de regarder devant, et la première des choses, c'est de reconquérir le crédit des lecteurs. Donc, c'est pas de rentrer dans des luttes vaticanes contre d'autres ou avec d'autres, c'est d'abord été d'essayer de montrer ce que pourrait être un journal libre et indépendant. Et on l'a fait, nous, avec Mediapart, avec difficulté. C'était compliqué de trouver l'argent, c'était compliqué de faire, et on s'est dit que c'était la première mission qu'on avait, c'était d'abord ça. Montrer à l'heure du numérique ce pouvait être un journal libre et indépendant. Et donc, du même coup, au Chito, on est quand même une petite équipe. Enfin, maintenant, on a grossi, mais on a démarré à 25, maintenant on est 70. C'est d'abord essayer de faire un bon journal, montrer ce qu'est le journalisme. Le journalisme, contrairement à ce que l'on dit, c'est pas le journaliste d'investigation. Parfois on nous regarde, on nous pointe du doigt, ah, vous êtes des journalistes d'investigation. Comme s'il y avait des journalistes qui n'étaient pas d'investigation. Ah bon, il y en a d'autres qui sont des journalistes de salon, de gouvernement, de palais. Voilà. Donc on essaie de montrer ce qu'est le journalisme, de réhabiliter le journalisme. Et donc du coup, on a su, sans donner de leçons à personne, on s'est dit il faut essayer d'agréger autour de nous. Donc on a, avec d'autres, créé un syndicat professionnel qui s'appelle le SPIL, syndicat professionnel de l'information indépendante en ligne. Regardez si ça vous intéresse. Donc il y a une soixantaine de sites internet, dits pure players, qui vont adhérer au SPIL, et donc, qui défendent des valeurs communes. Dans ces valeurs, notamment, il y a certaines des réformes démocratiques que je vous suggérais. Quel devrait être l'écosystème d'une presse libre indépendante? Le gouvernement n'a jamais dressé l'oreille à la moindre des propositions qu'on évoque, mais on a essayé de faire une sorte de laboratoire ensemble, à plusieurs. Donc il y a nos confrères de Mars Actu à Marseille, il y a des confrères, voilà, 60 ou 70 sites. Il faudrait élargir encore plus, je suis d'accord. Et en fait, je vais vous dire, moi, donc je suis d'accord avec vous, la vraie aspiration, ce serait une sorte de refondation de la presse et de la démocratie un peu espagnole, à l'espagnol. Que ce ne soit pas seulement quelques personnes ou un parti qui le porte, c'est qu'il y ait une sorte de bouillonnement démocratique, que la demande vienne aussi des citoyens. Nous avons besoin d'une presse libre. Donc voilà, ce qu'il faudrait trouver, c'est des moyens de former une sorte de GIE démocratique, avec vous, avec les autres journaux qui existent. Donc voilà, nous on est très dans cette posture, tendons la main, rassemblons-nous et trouvons des... Et moi je vois bien la façon dont je travaille maintenant avec Mediapart, ça n'a plus rien à voir avec ma façon de travailler au monde. La relation que j'ai avec les syndicalistes, avec certains hauts fonctionnaires, avec ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. On est dans une relation coopérative, beaucoup plus resserrée. Et donc, moi, l'ambition du livre que j'ai fait, et je pense que Aude dira la même chose de sa façon, c'était d'inviter à ce GIE démocratique. C'est troublant ce que vous dites, parce que